depuis plus de 3 ans, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a fait de la lutte contre la fraude sa priorité, un cheval de bataille. C'est quoi la fraude au niveau scolaire? Comment cela se passe? Sur ce plateau, le cercle éducatif reçoit le directeur de la fraude, donc au sein du MEPSA, M. Frédéric Menga. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux de parler avec vous de la fraude. Espérons bien que vous allez nous présenter les missions de la direction et ce que c'est que la fraude. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter la direction de la fraude? Merci de m'avoir invité à cette émission du cercle éducatif. J'espère qu'au terme de l'émission, le message qui est lié à l'éducation va passer à la formation, à ce que les gens soient formés par rapport aux bonnes mœurs, aux bonnes pratiques. C'est cela l'éducation et qu'ils puissent contribuer au développement du pays. Les missions de la direction de la lutte contre la fraude, il faut d'abord dire que je suis arrivé, tout a été fait. C'est pourquoi je remercie tous ceux qui ont travaillé avant notre nomination à la tête de cette direction, il y a cela bientôt une année. Et tous nos remerciements au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, le ministre Nathalie Colonnet-Makosso, qui a bien voulu nous proposer pour que le gouvernement puisse nous mettre à la tête de cette direction. Et donc le ministre a travaillé avec ceux qui étaient là et pour la mise en place de la direction de lutte contre la fraude, qui était d'abord une cellule de contrôle et de l'antifraude au milieu scolaire. La cellule a vu le jour dès que le ministre avait les responsabilités du département de l'enseignement primaire, secondaire, de l'alphabétisation, ainsi que de la jeunesse et de l'éducation civique. Le ministre est arrivé là, en 2015, il est arrivé, il a trouvé un ministère qui venait d'être secoué par des fraudes massives lors du baccalauréat. À l'époque, nous avions le ministre Mampouya qui était dans l'obligation d'annuler la session du bac. Les fraudes étaient massives, c'était un sabotage de l'examen. Non seulement des gens avaient des sujets de matière de baccalauréat, mais les gens avaient traité ces sujets et avaient posté des corrections à l'Internet. C'était le sabotage, tout cela. Et le ministre Mampouya, à l'époque, a eu à annuler le bac parce qu'on ne pouvait pas accepter que les gens soient admis dans un examen d'État par fraude. Le Congo ne l'acceptera pas. Et il a annulé cela courageusement, coup de chapeau à lui à l'époque. Et donc, on a organisé une session de rattrapage. Le président de la République, dans sa très bonne façon de faire, avait donc pensé mettre en place des nouveaux acteurs. Et qu'en ce moment-là, le ministre Makosso est arrivé, et il ne faudrait pas que les erreurs du passé nous rattrapent, a mis une antenne pour veiller à cela, la cellule. Et le gouvernement a pensé qu'au lieu que ça soit une cellule, mais il faut que ça travaille comme une administration. C'est en cela que de la cellule, vous avez parlé 3 ans, nous sommes passés de la cellule à la direction de la lutte contre la fraude. Celui qui a animé cette direction avant, c'était le professeur Lama. Nos félicitations à lui parce qu'il a eu à tenir cette direction. La direction qui arrive a beaucoup de missions. Les missions, c'est prévenir la fraude au milieu scolaire. Il faut donc prévenir des risques de fraude. Dans les risques, vous aviez des risques de non-conformité et des risques informatiques. Les risques de non-conformité, il s'agit ici de toutes les procédures administratives qui ne sont pas conformes aux tests en vigueur. Donc on vous dit, pour être candidat, par exemple, au BPC, il faut avoir le CEP. Vous n'avez pas le CEP, vous allez, vous scannez le CEP de quelqu'un, vous mettez vos coordonnées, vous voulez être candidat. Ce sont des risques
C'est de la fraude, de non-conformité. Et vous êtes gestionnaire d'un établissement scolaire, vous avez fait des recouvrements, des contributions parentales. 50 enfants contribués, vous, dans les rapports, vous mettez ces mauvais enfants. Et les 30 autres, vous mettez leurs contributions dans votre propre poche. Et tout cela n'est pas conforme à la réalité. Monsieur le directeur, mais c'est quoi exactement la fraude au niveau scolaire? La fraude, oui, c'est un mot classique. Chacun peut définir à sa manière. Mais ce qu'on peut retenir de la fraude, on parle de la fraude lorsque la procédure n'est pas conforme au test. Il s'agit simplement de la procédure qui n'est pas conforme au test. Donc, les tests ont voulu que vous fassiez d'une manière A, mais vous faites B pour faire passer vos plans. Souvent, les gens sont tentés pour des raisons égoïstes, des raisons financières, pour avoir des avantages. Et on peut donc vous corrompre pour que vous arriviez à frauder. Et la fraude, vous pouvez la pratiquer vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne. Alors comment s'organise en fait la fraude au niveau scolaire? Comment elle s'organise? Est-ce que ce sont les élèves qui organisent, les enseignants ou d'autres, on va dire, fonctionnaires du ministère de l'enseignement primaire, secondaire ou de l'alphabétisation? Il faut d'abord déterminer les caractéristiques de la fraude. Exactement. Ouais. Voilà. La fraude est caractéristique comment? Lorsqu'on parle de la fraude, on arrive au milieu scolaire, on peut la trouver où? C'est quoi exactement? Ouais. Il faut donc commencer par parler de la fraude administrative. Le milieu scolaire est vaste. Là-dedans, vous aviez tout ce qui est administration. Pédagogique, administration, purement administration, l'administration du personnel. Vous aviez ici la gestion financière. Vous avez de l'autre côté les évaluations. Vous avez des recrutements du personnel. Et la fraude en milieu scolaire, une fraude administrative. Donc la falsification de tous les documents administratifs. Vous falsifiez, vous modifiez les dates de naissance, vous truquez sur les dates de prise de service, vous enlevez les noms des gens, vous scannez, vous mettez pour les mutations, on vous infecte ailleurs, à iPhone par exemple, vous voulez être à Brazzaville, vous êtes obligé de scanner le papier, vous écrivez, ça c'est la fraude administrative. Et vous avez là-dedans, au niveau scolaire, la fraude financière. Au niveau de la gestion des fonds, les fonds qui sont alloués à l'école, les fonds qui sont alloués dans un établissement. Et vous êtes obligé de changer les chiffres. Vous avez 5 millions, mais quand vous allez mettre 3 millions, c'est une fraude. C'est une fraude. Et nous, au niveau de la direction de lutte contre la fraude, nous cherchons donc le document de base, on regarde ce que vous faites. Mais tout cela, c'est un travail aussi qui est fait par l'inspection générale. L'inspection générale regarde en tant que contrôleur de tout le ministère. L'inspection contrôle même là où il n'y a pas de fraude. Mais nous sommes limités à regarder que c'est qu'il y a de la fraude. Il y a de la fraude au niveau pédagogique. Ici, il s'agit des évaluations scolaires. Quelqu'un a eu par exemple 10. Vous savez que lorsqu'on va faire l'addition avec d'autres matières, il va avoir 8 moyens. Vous êtes obligé de mettre 15. L'enseignant qui a corrigé dans les relevés des notes en a mis 10. Vous, au niveau de la scolarité scolaire, vous mettez 15. C'est une fraude. L'enfant avait eu 5 ici, et vous là-bas, vous allez mettre 10. Monsieur le directeur, est-ce que moi, je suis élève, moi, dans la salle de classe, pendant les compositions ou les examens d'État, je copie chez le comptable qui est à côté de moi, ou je lui demande de l'aide, est-ce que c'est une fraude? Là, ce sont des fraudes classiques pour les évaluations. Parce que pendant les évaluations, la communication est prohibée. On ne communique pas. Et donc, quand je communique, là, je non, c'est une fraude. C'est une tentative de fraude. C'est quand vous communiquez, c'est pourquoi. Même si le surveillant n'a pas écouté votre communication, mais c'est pourquoi. C'est parce que vous voulez que votre condisciple vous aide, vous explique les sujets, vous le posez que c'est tentative de fraude, vous avez 0, on ravit la copie, on vous met dehors. Voilà, vous l'affirmez et nous le savons aussi, vous l'avez d'ailleurs dit qu'il y a un bac qui a été annulé
avant l'arrivée du ministre Anatole Konemakosso. Vous êtes sur le terrain, nous le voyons, vous avez interpellé plusieurs personnes et même des jeunes qui sont impliqués dans les fraudes. Alors, comment vous faites, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour lutter effectivement contre cette fraude, contre les fraudes? Je parle des mécanismes, mais je voulais revenir sur les caractéristiques de la fraude aux examens d'État. C'est très important. Oui. Parce que il y a, au niveau des examens d'État, beaucoup de fraudes qui s'organisent. Et parfois, par des responsables, des centres d'encadrement, peut-être de certaines écoles. Il y a dans les examens d'État ce que nous appelons par la transhumance, qui est une fraude à risque, qui peut mettre en péril les vies des gens. Il s'agit ici des candidats qui habiteraient à Brazzaville. Ils se retrouvent candidats dans la localité de l'intérieur. Il a passé ça, c'est l'année ici, il inscrit son nom à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'à l'intérieur, il y aura un laboratoire, des gens vont travailler dans la forêt, ils vont corrompre le jury, les éléments qui sont là-bas, et ils vont donc tricher. Ça, c'est la transhumance. Mais les gens là vont facturer le voyage, ils peuvent avoir des accidents en route. Ils arrivent là-bas, parfois ils n'ont pas des maisons appropriées pour loger tout ce monde. C'est une transhumance. Il y a aussi l'organisation de la fraude au niveau de l'Internet. Des gens qui essaient de chercher des sujets, mettent à Internet, c'est une tentative de fraude. Pour donner l'appareil aux élèves, et les élèves des candidats, ils pensent que bon, il y a un sujet qui va passer à l'Internet, je vais me concentrer sur ce sujet. Ils ne travaillent pas sur les préparations nationales. Toutes ces fraudes-là ont donc des mauvaises conséquences. Et nous, par les instructions du ministre, nous travaillons donc pour éradiquer le phénomène, il faut appeler ça. Et comme cela, c'est un phénomène social. En sociologie, la fraude, c'est un phénomène. C'est dans tout le pays, dans tous les pays du monde. Le ministre a donné des instructions claires. Il suffit simplement de mettre en application les attributions de la direction. Quand vous parlez des missions de la direction, nous avions, parmi nos missions, mettre en place une politique nationale de la lutte contre la fraude et exécuter cette politique. Nous sommes en train de travailler donc la politique est encore en train... Nous sommes en train de travailler là-dessus. La politique, lorsqu'on parle de politique, c'est donc un document qu'on va mettre en place pour dire exactement tout ce que nous allons faire. Avant que nous puissions avoir ces documents sur la politique de la lutte contre la fraude au milieu scolaire, mais nous avions, nous, le travail des préventions des fraudes, qui s'est fait par des contrôles des écoles privées. Des écoles privées qui ne sont pas en conformité. Vous voyez, là par exemple, on va parler de la distribution des cahiers d'activité à tous les élèves. Vous avez vu avec le ministre comment le gouvernement et ses partenaires ont produit des cahiers d'activité dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et chaque élève congolais a son cahier d'activité. Mais dans les écoles privées, on veut aussi donner. Mais il y a combien d'élèves? Nous ne savons pas. Pourquoi? Parce que vous avez ces écoles qui ne vous donnent pas les effectifs. Ils n'ont pas de rapport. On ne sait pas en 2019, en 2020, dans telle école, ils étaient combien en classe de seconde, combien en première. Pour nous, ce sont des fraudes organisées. Puisque vous ne voulez pas donner les effectifs, vous avez donc la possibilité de gonfler les effectifs. Moi, le directeur de la lutte contre la fraude, je pense qu'un établissement d'enseignement privé qui n'a pas fourni les rapports, ses effectifs d'élèves ne sont pas fiables. S'il a besoin des cahiers d'activité que le PRACED va donner, je vais déconseiller le PRACED de donner ces cahiers d'activité. En amont, il faut aller sur le terrain, compter les élèves. Nous faisons donc le contrôle des pièces administratives, nous revérifions, nous interpellons des éventuels auteurs de fraude. Nous travaillons avec les services de sécurité et une fois tout est indiqué que cette personne-là a commis les actes de fraude, il répond devant les testants légaux. Monsieur le directeur, c'est vraiment de la mer à boire, lutter contre la fraude, surtout dans on va dire le secteur éducatif. On sait que c'est un secteur très très vaste.
Le Congo est vaste, vous avez plusieurs écoles à gérer au même moment. La fraude, vous l'avez dit, c'est aussi administratif, ça veut dire qu'au niveau du personnel, au niveau des fonctionnaires. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un travail voué à l'échec. Comment vous prenez-vous quand on sait que l'enseignant est lui-même parfois à l'origine de cette fraude? Comment vous prenez pour contrôler tous ces établissements, contrôler tout le personnel pour se rassurer que surtout pendant les examens et les compositions, et que tout se passe sans fraude? Vous savez, vous êtes en train de poser la question. Ce qui est arrivé dans mon esprit, c'était les mots du ministre. Vous savez, le ministre Anatole Collet Makosso, c'est quelqu'un qui nous apprend beaucoup au niveau de l'éducation. Il a toujours dit, l'école, c'est l'affaire de tous. On ne peut pas lutter contre la fraude à seul. Le président a crié, hein, l'a dit au micro lorsqu'il a pris le mandat. La fraude, c'est tout le monde. Mais qu'est-ce que nous savions, nous savions quoi au niveau des établissements? Si les chefs d'établissement ne vous disent pas ce qui se passe réellement, s'il est complice de fraude, si les élèves eux-mêmes, ils pensent que la fraude leur arrange pour avoir des notes pas en cas supérieur. C'est pourquoi nous avons besoin de l'implication de tout le monde, des chefs d'établissement, des gestionnaires, des intendants, des directeurs des études, des enseignants et des élèves eux-mêmes, pour qu'on arrive à arrêter la fraude. La fraude a des conséquences très graves pour l'avenir du pays. Un enfant qui réussit par la fraude, mais il n'a pas de niveau, il n'est pas compétent. Il peut avoir les diplômes, mais il ne sera pas à mesure de rendre les diplômes de travail. Du coup, le pays ne va pas arriver au développement. Tout le monde veut dire la marche vers le développement. Alors, on ne peut pas, comme le président a dit, aller vers le développement si on ne met pas l'homme au centre de la formation. Le capital humain est au centre du développement. Mais si la fraude vient pour détruire le capital humain, les Congos n'avancera pas. Peu importe ce qu'on aura fait. On va dépenser des milliards dans l'investissement, mais à fraude, les gens mettront l'argent dans la poche. Parce qu'ils ont l'esprit de la fraude avec eux. Monsieur le directeur, quelles sont réellement les sanctions? Nous vous avons vu, je le disais au début de cette émission, faire arrêter, je crois, 3 jeunes hommes qui s'étaient impliqués dans la falsification des documents. Est-ce que c'est pareil pour les élèves, pareil pour les fonctionnaires? Vous faites comment? Quelles sont réellement les sanctions? Merci. Il y a beaucoup de sanctions au niveau de la fraude. Mais d'abord, des délits de fraude sont des délits de droit commun. Vous savez que, de façon générale, lorsque quelqu'un arrive à frauder, c'est un fausseur, ben, il répond devant la loi. Et peu importe les secteurs, ça peut être en économie, à l'agriculture, à la santé, comme à l'éducation, il répond devant la loi. Celui-là répond. Il répond de ses actes, il va être déféré devant le procureur de la République, il va répondre là-bas. Et au niveau de l'administration scolaire, il y a aussi des sanctions. Par exemple, en ce qui concerne les évaluations. Un enfant qui arrive à frauder lors d'un examen, mais celui-là à zéro. Au niveau des examens d'État, l'enfant qui commet un acte de fraude, son examen est annulé, il a 2 ans, il présente plus l'examen. Et ces fraudes dans les examens d'État, que j'ai parlé des caractéristiques ici, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a des âges qu'on modifie. Ouais. Vous avez, par exemple, le CEP en 89, là vous faites le BPC, vous êtes né en 95 au BPC. Comment vous faites pour le détecter en ce niveau? Mais tout se fait chez nous, n'est-ce pas? Ça se fait au niveau de la DEC. Lorsque vous avez présenté le CEP, nous avions le dossier. Oui. Quand vous présenterez le BPC, nous avons le dossier. Oui. Quand vous présenterez le bac, vous avez le dossier. Et nous arrivions donc à comprendre que ce monsieur était né en 89 lorsqu'il a présenté le CEP. Quand il présente le BPC, non, en 95. Quand il a présenté le bac, il est né en 99. Comment? Mais pour nous, ce sont des fraudes. Mais puisqu'on ne veut pas agir aussitôt, on va chercher à vous interpeller. Lorsqu'on regarde
on retrouve les actes de naissance, tous les matrices comme ça, mais vous avez fraude. Et cette année, nous sommes arrivés à environ 1000 candidats au BPC qui ont falsifié les actes de naissance. Et en ce moment-là, vous avez tout invalidé? Oui, on invalide. On remet au jury. Les jurys est souverain, comme on a l'habitude de dire. Nous faisons une direction de contrôle, de vérification. Quand c'est fraude, on remet. Et les jurys décident par rapport au test obligatoire. Oui. C'est-à-dire, si on comprend ceux qui falsifient ces documents, ces actes de naissance, en réalité, c'est ceux qui ne veulent pas passer des examens comme candidats libres. C'est cela? Non, il y a deux raisons. Il y a ceux qui refusent d'être candidats libres, mais ceux qui se retrouvent grands. Ouais. Grand. Il a fait peut-être 3 fois, il est arrivé par avoir le BPC. Il est arrivé là à 15 ans, il se retrouve à 18 ans, il n'a pas le BPC. Il est obligé de modifier pour qu'il ait le BPC à 15 ans. Mais il y a aussi des cas des enfants plus jeunes. Vous voyez, l'enfant à 11 ans, il veut faire le BPC. Son père pense qu'il est génie. Et à 11 ans, il ne peut pas. Donc papa va, il falsifie l'âge, il avance un peu l'âge. L'enfant a le BPC. Pour le bac, ben, il va chercher à réduire. Pour lui, il veut que l'enfant ait les diplômes tôt. Voilà. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Le secteur de l'enseignement, comme tous les secteurs d'ailleurs, est touché par la pandémie de Covid-19. Il y a des nouvelles approches pédagogiques qui étaient urgemment mises en place pour mieux adapter donc l'école aux circonstances actuelles. Alors, à votre niveau, donc au niveau de la direction de la lutte contre la fraude, quelles sont donc les politiques qui sont mises en place quand on sait aujourd'hui les élèves doivent à la fois travailler pendant 3 ou 4 jours à l'école et pendant 3 jours à la maison. Et à la maison, ils ne sont pas suivis ni par un suivant général, ni par un enseignant. Alors, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour mieux se rassurer que tout fonctionne bien, ou quelles sont les politiques que vous avez mises en place? Merci beaucoup. Je crois que lorsqu'il y a des modifications dans un système, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. On peut vous dire classiquement qu'on ne peut pas faire les omelettes si on ne casse pas les œufs. Ouais. Et donc, l'école à domicile permet aussi à certaines personnes de mauvaise foi de réfléchir sur les fraudes organisées. Ouais. Nous aussi, nous réfléchissons pour empêcher ces gens à organiser des fraudes. Et vous aviez par exemple, avant même qu'on lance l'école à domicile, ce qui va continuer, l'inscription en ligne. Oui. Donc l'enseignant, le chef d'établissement chez lui à la maison, il inscrit des gens, ses candidats en ligne. Mais il y a beaucoup de fraude. Les gens qui ne sont pas d'établissement, ils inscrivent. Qu'est-ce que nous faisons dans ces cas-là? Ça va continuer dans la situation de la pandémie. Mais nous contrôlons, nous prenons des matrices, nous regardons l'origine des candidats, nous contrôlons cela et nous arrivons donc à écarter des candidats qui ne sont pas de l'établissement. Des enseignants vont donner l'exercice à faire à la maison, aux élèves de faire. Les élèves vont consulter par exemple les parents pour le faire à leur place, après ils vont ramener. Mais en ce moment-là, celui qui va lutter contre cette fraude des parents pour aider les enfants, c'est l'enseignant. Il doit être en mesure de savoir si le travail fourni par l'élève, est-ce que ça représente son niveau, ou bien c'est un niveau très supérieur qui a fait ce travail. Ça, c'est l'enseignant. Nous, c'est que nous pouvons regarder en ce qui concerne l'école à domicile par rapport à l'approche de la pandémie, c'est veiller à ce que tout ce qui s'est fait, les heures, les moments où l'enfant travaille au niveau de la maison, mais qu'il n'y ait pas de malveillance des parents pour influencer le travail de l'enfant. Mais puisque l'enfant est tenu à être évalué en présentiel, elle est évaluée en présentiel, donc le travail d'évaluation à domicile n'est que complémentaire par rapport à l'évaluation en présentiel. Merci, monsieur le directeur. Dites-nous rapidement, quel est réellement le rôle des détecteurs que vous donnez aux surveillants pendant les examens d'État? C'est quoi le rôle? Merci. Nous avions les détecteurs, nous avons aussi les caméras de surveillance. Voilà. Et les détecteurs servent à détecter tout ce qui est numérique. Là, vous aviez... Les téléphones. Les téléphones. Parce que, ou encore des tablettes, tout ce qui permet à un candidat de photographier le sujet
d'envoyer à l'extérieur. Ou encore de photographier, de traiter les sujets depuis la maison et avoir la possibilité de tricher avec ces appareils. Les détecteurs arrivent à détecter cela. Nous avions aussi des caméras de surveillance. On n'a pas besoin des surveillants. Vous avez la caméra qui est là. Mais parfois, on met des surveillants, mais la caméra vous permet de regarder tout ce qui se passe. Et parce qu'on s'est dit aussi, à un moment donné, les surveillants peuvent être corrompus. Les enfants codisent de l'argent, ils remettent les surveillants. Et nous pensons que lorsqu'il y a la caméra, le surveillant va se dire, on va le voir, il va tenir la rigueur. C'est pourquoi le ministre a pris des dispositions pour que nous ayons des caméras dans la majorité des centres des examens. Alors, vous avez dit au début de cette émission, quand vous arriviez au ministère, donc quand le ministre Kolima Kosso prend donc, les commandes de ce ministère, la fraude s'organisait en grande masse. C'était devenu un phénomène inquiétant. Peut-on dire aujourd'hui que les choses s'améliorent? Oui, on peut le dire. Non, on peut le dire que les choses s'améliorent. Déjà, vous avez vu qu'au titre de l'année scolaire 2019-2020, il n'y a pas eu de fuite des matières. Tout est verrouillé parce que nous verrouillons des sujets avec des scellés. On ne peut pas toucher. Si un jury, un agent de la DEC qui essaie de toucher, nous saurons c'est qui. Nous saurons ça vient d'où. Il a arrêté. Personne aujourd'hui peut prendre le risque de chercher à fouiller les matières. Il va être décelé et il répondra à ses actes. Donc, nous avons donc ce dispositif. Les problèmes que nous avions eu à l'époque, aujourd'hui, nous ont donné un peu de la sagesse, de la prudence, de la vigilance. Nous travaillons là-dessus et nous pensons que nous sommes sur la bonne direction. Et tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que les gens le comprennent. Le président de la République a demandé aux Congolais de lutter contre la fraude et la corruption. Il y a les organes de lutte contre la fraude et la corruption dans notre pays qui ont été mis en place, des nouveaux organes. La communauté internationale accompagne le Congo dans la lutte contre la fraude, mais le milieu scolaire sert donc de base de la formation pour que l'enfant comprenne que depuis l'école, il ne peut pas organiser la fraude. Demain, il sera un bon cadre. Il ne va pas permettre la corruption autour de lui, ni la concussion, parce qu'il a mérité son passage au niveau de l'établissement. Nous le faisons pour le bien-être de nos enfants et nous le faisons pour le développement du pays, pour l'avenir. Ce travail que nous faisons aujourd'hui, c'est pour l'avenir. D'accord. Pour ne pas vous laisser sur votre soif, si vous avez quelque chose à dire que nous n'avons pas abordé, nous concluons l'émission. Vos mots. Ce que je peux dire aujourd'hui, il s'agit des sanctions. Voilà, nous avions donc des sanctions sur les établissements d'enseignement privé qui organisent des fraudes. Ces établissements, le ministre avait dit, ils sont sanctionnés. Il y a des avertissements, des blâmes, des interdictions, des fonctionnements par niveau, par cycle et des fermetures. Il n'est pas question que des gens, des personnes morales, physiques, arrivent à organiser des fraudes au milieu scolaire. Ils vont être frappés selon la loi et durement frappés. Il n'y a que la loi qui va délivrer ces gens. C'est pourquoi tout le monde doit se conformer aux tests en vigueur. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Frédéric Minga, c'est le directeur de la lutte contre la fraude au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Vous nous avez suivis, nous avons parlé de la lutte contre la fraude, des mécanismes mis en place, mais surtout, vous l'avez suivi, il interpelle chacun de nous afin que là où nous nous trouvons, parents d'élèves, élèves ou encore enseignants, que chacun s'implique dans la lutte contre la fraude. C'est pour le bien de tous. Merci de suivre EAD TV. Abonnez-vous massivement, vous ne manquerez rien parce que tout ce qui est éducatif est diffusé sur cette chaîne. Nous vous disons merci. À la prochaine occasion.